Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir un sujet un peu plus complexe que d'habitude mais très intéressant. C'est la manipulation des pixels. Oups. La manipulation des pixels avec JavaScript. Donc pour faire ça, on est obligé d'utiliser, pas sûr, peut-être qu'il y a d'autres solutions, mais en tout cas on va utiliser le Canva, un élément HTML qui a été introduit depuis HTML5 pour recopier entre guillemets ce que Flash pouvait faire à l'époque. Et ça fonctionne de manière totalement différente de l'HTML, puisque c'est un cadre, c'est un canevas dans lequel on dessine ce que l'on veut. Et ce qu'on va faire pour tester le canevas, c'est qu'on va créer un clone des filtres Instagram. Alors, beaucoup plus simplifié parce que les filtres Instagram peuvent être très complexes, mais on va voir le début pour le faire. Alors, contrairement à d'habitude, on ne va pas démarrer d'une page totalement blanche. J'ai fait des petites recherches sur certains sites et j'ai déjà mis le résultat de ces recherches pour aller plus vite, que j'expliquerai tout à l'heure. Mais à part ça, on part d'une page blanche comme d'habitude. J'ai aussi cherché une petite image qu'on va utiliser, celle-ci. Et donc on va commencer dès maintenant. Donc l'idée c'est de faire un petit clone d'Instagram. Donc on va faire une page index HTML. On va créer notre structure CSS et JavaScript. Dans le JavaScript, on crée un fichier main.js. Dans le CSS, on crée un fichier style.css. Et dans l'index, on crée le doctype, l'élément HTML, le head, dans lequel on va mettre le title, dans lequel on va aussi mettre le meta char7 etf8 et le link href, non c'est à l'envers, href css style et rel style sheet. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai pendant le live. Et ensuite, on se crée le body. Je vais mettre en tout premier le script pour ne pas l'oublier. Et enfin, on le lie à notre JavaScript, qui est vide pour l'instant. Et on va créer une structure vide et simple de notre canevas. Donc on va lui dire on va créer une div qui va être notre ID frame, qui est le cadre. Donc ça va être notre cadre. On va mettre un petit titre aussi, on va en profiter. Un petit H1 Insta. Alors non, on va pas mettre Instagram. Filters with JavaScript. Pixel manipulation. Ok, ensuite on va créer notre liste de boutons. Donc controls. ID controls. Et dans les controls, on va avoir une série de controls qui seront d'abord le div ID eyedropper.
Donc le eyedropper, en français, c'est la pipette. Donc on va créer un équivalent de la pipette qu'on va modifier à notre besoin. Et ensuite, on va avoir une série de de boutons. Est-ce que je mets directement les boutons? J'ai mis dans des divs. Non, on peut mettre directement les boutons. Donc ID. Pour revenir à l'original. Non. Hop. Donc Ori pour original. Ensuite, alors, je n'ai eu. Hop, pour que vous puissiez voir mes raccourcis. Hop. Donc pour dupliquer une ligne en sous Mac, c'est Option Shift et flèche vers le bas. Voilà. Donc on a l'ID Ori pour revenir à l'original. On va avoir l'ID BNW pour Black and White 1. Et on va avoir un BNU 2. Si tout va bien, on va peut-être en faire un ou deux autres. Ça dépendra du temps. Et donc Black and White 1. Black and White 2. Voilà. On démarre avec ça. On va préparer, ouvrir et lancer le live server. Pour ouvrir la ligne de commande dans VS Code, c'est View Terminal. Et ça donne ou contrôle backtick sur Mac. Et pareil sur Windows. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre live server. Live server qui a été installé via npm, donc il faut installer Node avant. Et voilà, on a notre page très simplifiée qui représente ce qu'on a mis en place. Dans le ID frame, d'ailleurs, j'ai oublié le canevas. C'est important tout de même. Voilà, canevas. Voilà. Et ensuite, on va... Ah mince, oh non, j'ai perdu mon image. Sauf que je l'avais déjà copié sur un autre... Est-ce que je peux revenir? Non, je ne peux pas revenir. Ah, c'est embêtant. Bon, on aura tout le temps une autre image. Elle était bien parce qu'il y avait des petits détails que j'avais préparés. Alors, j'en ai fait une copie. Donc je vais créer un dossier IMG. Et elle est déjà sur mon ordinateur. Donc, alors je vous montre comment, où est-ce que je l'avais prise sur Unsplash. Donc c'est un site où toutes les photos sont gratuites, faites par des photographes très bons, la plupart professionnels. Je crois qu'elles sont vérifiées. Et, alors, et là par exemple je tape Sunset, Road, peut-être je vais la retrouver. Ça m'étonnerait. Il y en a beaucoup des images. Vous voyez qu'on retrouve un peu l'esprit. Et les recherches sont très bien faites aussi. Bon, je ne la retrouve pas.
je l'ai sur mon ordi, je vais directement la prendre là-dessus. Mais en tout cas, ce que vous auriez pu faire, c'est la chose suivante. Allez, on en regarde 2-3 encore. C'est magnifique, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, on pourrait prendre n'importe quelle image, hein. C'est juste qu'il y en a dans celle-ci que j'ai testée. Il y a certains détails qu'on pourra bien voir euh, avec cette image. Je suis pas sûr qu'on puisse voir ces détails dans les autres. Ok, bon. Alors, par exemple, ce que vous auriez pu faire si vous aviez l'image, c'est hop, la télécharger ici. Donc, nous, on va prendre la small parce que comme ça, il y aura moins de travail sur l'ordinateur. Plus l'image est petite, moins il y a de calcul, bien évidemment, il va y avoir moins de pixels sur l'image. Donc, je vais couper rapidement. Donc, je vais faire un CP. Documents. Voilà, donc Code Discovery Training Streaming Training et BMW IMG IMG1 et je la copie dans IMG avec le nom img.1.jpeg et normalement dans le dossier IMG, regardez ici en haut à gauche de VS Code, on devrait voir apparaître une fois que j'appuie sur entrée une image. C'est bon, elle est copiée et regardons. Ah, il affiche pas. Voilà, c'est l'image, c'est la même image. Voilà, super. Donc on enlève ça, on appelle notre live server, on redémarre. Super. Donc, maintenant qu'on a ça, l'idée c'est de récupérer déjà on va créer notre canevas, ce serait bien. Donc on va dans notre JavaScript, on va comme d'habitude attendre le onload, donc window.onload égale init, qu'on n'a pas encore créé et qu'on va créer juste ici. Const init est égal à une fonction et on va avoir let dim pour les dimensions qu'on va mettre width, donc W pour la width, largeur, à 300. Et comme c'est pour Instagram, on va rester en carré, 300 par 300. Ok. Ensuite, on va on va déterminer les éléments. Donc on va avoir notre const non pas const let canva L est égal à nul pour l'instant. Et une fois qu'on a chargé, première chose qu'on va faire, c'est charger notre document.get. On va faire le query selector Canva. Et une fois qu'on a récupéré notre canvas, ce qu'on va faire sur le canvas, c'est qu'on va lui donner les dimensions qu'on a dit. Width est égal à dim.w et height est égal à dim.y. Hop. Normalement, ça devrait changer un peu l'aspect de notre page, puisqu'il a 300 de hauteur comparé à avant. C'est bon, ça fonctionne. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le canevas à blanc, juste pour... oh, non, pas nécessairement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre image. On va charger notre image. Donc pour faire ça, on va créer un objet image. Donc on va l'appeler
img est égal à new, on va utiliser le constructeur image. Donc c'est un constructeur qui reproduit l'élément HTML image, img. Donc on va le faire ici. Ça reproduit l'élément HTML img. Ok. Sauf que ça le reproduit avec une API, avec une manière de l'écrire qui est purement JavaScript. Ensuite, à cet img, on va lui rajouter un src, de la même manière qu'on ferait, d'ailleurs je vais le mettre juste après, src égale, et on va lui prendre le dossier image img1.jpeg, donc qui est l'équivalent de img src est égal à img/img1.jpeg. Vous allez me dire, mais autant le mettre directement dans l'HTML, puisque c'est exactement la même chose. En fait, non, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'image est chargée pour pouvoir l'intégrer dans le Canva. Et pour pouvoir savoir si l'image a été chargée, eh bien, on utilise un événement onLoad, load directement, qui est le même événement, qui est un événement qu'on récupère en JavaScript. Alors oui, pour être totalement clair, on pourrait utiliser le onLoad ici à l'intérieur. Moi, j'aime vraiment pas si on utilise le concept du SOC, Separation of Concern. Je vais l'écrire là. SOC, Separation of Concerns. J'aime bien séparer l'HTML du CSS et du JavaScript. Que chacun fasse son travail. Et là, quand on écoute des événements, le load qu'on va mettre, c'est un load qui va automatiquement à JavaScript. Donc ça appartient à JavaScript. Donc je le crée en JavaScript. Donc on va créer un listener, add event listener. On va créer le load. Dans tous les listeners d'événements, dans tous les écouteurs d'événements, on met une fonction. Et cette fonction, une fois que l'image a chargé, elle va s'effectuer. Et nous, ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va prendre cette image. D'ailleurs, on a oublié un petit détail, c'est que sur le Canva, on va lui créer un contexte qu'on va mettre à la racine. Peut-être qu'on va l'utiliser de manière globale. CTX est égal à canva.getContext de type 2D, de dimension. On peut travailler en 3D sur le Canva. Et ensuite, une fois qu'on a chargé, ce qu'on va faire, c'est utiliser le contexte pour draw image, et on va récupérer l'image et on va la faire démarrer au nombre de pixels 0, donc x est égal à 0 et y est égal à 0, ce qui veut dire, vous avez vu quelque chose apparaître, ça veut dire qu'il démarre ici. Sauf que vous voyez, l'image qui était beaucoup plus grande que ça n'a pas été totalement prise à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une taille de dim.width et dim.height. Et là, ça va la centrer. Voilà. Donc là, on a importé notre image dans le Canva. En soi, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Autant l'afficher directement en HTML, vous me direz. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'on va pouvoir manipuler les pixels maintenant. Parce que quand l'image est dans le Canva, on peut faire de la manipulation au niveau des pixels avec.
Donc une fois qu'on a ça, on va, euh, on va se créer sur le canevas, ici, donc sur le canevas L, on va créer un événement, add event listener, mouse move. Donc quand on va passer la souris sur le canevas, on va avoir un événement. Cet événement va attendre plusieurs paramètres. Pour l'instant, on va juste mettre EVT et on va faire un console log de VT pour voir ce qu'il affiche. On va ouvrir avec commande option I et vous voyez, dès que je passe ma souris, en bas, il y a des changements qui s'effectuent. Et si on regarde dans ces changements, on a les coordonnées de déplacement de notre souris avec layer X, layer Y. Donc le mouse event, c'est un objet qui a plusieurs clés à l'intérieur. Et les deux clés qui nous intéressent sont le layer Y et layer X. Vu que c'est un objet, on va faire une déstructuration layer X et layer Y. Et si on fait X layer Y, hop, on relance la page et vous voyez, voilà, on a tous les événements. Dès que je bouge sur la souris, on a directement la place de ma souris. Et si on va en haut à gauche, on se rapproche de 0, 0. Voilà, là c'est le point de départ de notre canevas. Et on avait dit 300, 300. On va tout en bas à droite. Est-ce que je vais arriver à la voir? Non. Et vous avez l'idée en tout cas. Donc c'est ça. Ça nous permet de savoir exactement où on se trouve sur le canevas. Et bien à partir de là, une fois qu'on est sur le canevas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord un peu styliser notre eyedropper. Et on va faire sur notre eyedropper une height de 180 px, width de 80 px et une background border qui est la couleur, l'épaisseur et le type de trait. Voilà. Et on va le faire display inline block. Voilà, ça il reste à la suite. Ok, donc on a mis une petite boîte autour, c'était pour le voir parce que si on le met avec rien, on va le remplir d'une couleur justement qui sera la couleur d'où on passe la souris. Le eyedropper, ça veut dire pipette en français. Et maintenant, l'idée c'est de faire donc c'est de récupérer les informations du pixel à l'endroit où on passe la souris. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va faire déjà update show update eyedropper. On va créer une fonction séparée et dans cette fonction, on va lui envoyer x, enfin layer x et layer y. On va créer cette fonction const update eyedropper et le layer x et y en fait représente la position x et y. Donc dans mon paramètre de fonction, dans ce que j'ai récupéré, je vais le renommer pour que ça soit beaucoup plus simple à l'utilisation. Et ensuite mon eyedropper, donc l'idée que ce que je veux faire dans mon eyedropper, c'est récupérer à un pixel bien précis les informations
d'un pixel. Donc const image data est égal à ctx, donc on réutilise le contexte du canevas, get image data, et ensuite on va récupérer la valeur x et y, à la valeur x et y, et on va aussi récupérer le nombre de pixels à partir de ça. C'est-à-dire que si mon x et mon y étaient à 0, et si je mets 300, 300, et ben je vais récupérer ce carré de pixels. Et ben moi ce que je veux c'est récupérer un petit carré de pixels. Donc je mets 1,1. Et là je récupérerai qu'un pixel à partir de x et y. Et une fois que j'ai récupéré ce pixel, je vais juste faire un console log de mon image data pour savoir si tout va bien. On va commenter le layer x et y, on sait que ça fonctionne. Et regardez, dans mon image data, j'ai bien un pixel de hauteur de 1 sur 1, donc un pixel. Et à l'intérieur, j'ai une clé qui s'appelle data. Et dans cette clé data, on a un objet qui est un type de type array. À part son nom, je ne sais pas trop, c'est le type de l'image data. Et dedans, on a 4 choses. Intéressant. Quelles sont ces 4 choses? En fait, donc ça commence à 0, 1, 2, 3. Ça correspond au RGBA. Donc, c'est la valeur rouge ici. Elle est à 73 de ce pixel. La valeur G verte, green. Donc, RGB en anglais ou RVB en français. Et A ou O en alpha, c'est la couche alpha pour l'opacité. Et donc les valeurs passent de 0 à 255. Je vais juste après, déjà on va utiliser ce RGBA, et juste après on va regarder en détail. On va regarder ça en détail. Donc le A, on n'en a pas besoin dans le canevas. En ce moment, on n'en a pas besoin parce que le canevas, il récupère une image, et donc cette image, elle n'a pas de transparence. Et vu qu'il récupère une copie de l'image, s'il y avait une transparence, lui-même serait capable de retransmettre la transparence dans le RGB, et le 3, donc le alpha, serait tout le temps 255 quand on récupère une image. Parce que s'il y a une transparence dans l'image, lui, il a retranscrit en couleur directement. Et donc le RGB, le alpha, pardon, est tout le temps 255. Donc là, on n'en a pas besoin. Mais dans d'autres cas, vous en aurez peut-être besoin. Donc ici, on va faire... Donc dès qu'on va updater, on va récupérer l'élément eyedropper. Donc on va créer cet événement let eyedropper element qui est nul par défaut. Dès qu'on charge la page, on récupère le eyedropper. Et donc sur le eyedropper L, on va faire point style point background color est égal, et là on va faire un backtick pour récupérer des pour faire un template string, et on va faire RGB ou dans le RGB d'ailleurs le RGB il va prendre les valeurs de 0 à 255. Donc si je mets 0 0 à chaque fois, regardez ici il va être noir.
Si je mets 255 juste pour le R, pour la première valeur qui correspond R, alors je vais avoir du rouge. Si je mets 0 au R, mais 255 au green, au G, donc au vert, et bien ça va devenir vert. Et ainsi de suite pour le bleu. Donc c'est avec ces 3 sets de couleurs qu'on fait toutes les couleurs sur un ordinateur. Et bien sûr, 3 0 c'est noir, et toutes les couleurs à fond, c'est le blanc. Et donc ça change rien parce que par défaut c'était déjà blanc. Donc ça c'est très rapide. Et plutôt que d'avoir donc ces informations prédéterminées, on va récupérer les informations du pixel data. Et donc dans image data, on va tout de suite récupérer le data. Et en fait, on va faire une déstructuration. Donc image data.data. Et on va faire une déstructuration. On va récupérer R, G et B. On va faire R, G et B. Et voilà, vous voyez. Alors, on va réduire un petit peu ça. On va couper le console log. On n'a pas besoin, on sait que ça fonctionne. Et voilà, donc ici je vais sur la partie jaune orangé, je vais dans la partie violette, je vais dans la partie grise, dans la partie noire, et ça prend bien les couleurs de là où ma souris se trouve. Super, ça fonctionne. Donc là vous avez vu comment on récupère les informations. Maintenant on va pas les récupérer, on va les intégrer. On va les modifier. Et pour les modifier, on va justement créer des filtres qui vont modifier l'image. Et pour faire ça, on va commencer doucement. On va pas tout de suite rentrer dans le filtre. On va commencer dans la partie où on va pouvoir modifier un pixel. Donc là, ce qu'on a vu, c'était récupérer un pixel avec la méthode getImageData. Et bien on va avoir une méthode qui va modifier le pixel. Pour commencer, on va créer des événements sur le Canva. Pardon, pas sur le Canva. On va créer des événements sur les boutons. Donc let bnw1 button égale nul par défaut. Le 2. Et ensuite bnw1. D'ailleurs, hop, 2. Voilà, sur ces boutons, on va créer des événements. Donc, const, non, pas du tout, btn1.addEventListener, donc écouteur d'événements, le clic. Sur le clic, on va faire make bnw1. On va créer cette fonction. Et ensuite, on va faire la même chose pour le 2. Make bnw black and white 2. Et donc, on crée la méthode. Oups. On les crée à vide pour l'instant. Voilà. Comme ça, on a créé les deux. On n'aura pas d'erreur. Et bien si, on a une erreur parce qu'il ne reconnaît pas nos boutons. bnw1 cannot read property ligne 37. Ligne 37.
Ah oui, je n'ai pas créé, enfin j'ai oublié de renommer. Voilà, ça a rechargé, ça fonctionne. Ok, maintenant sur le make button, make black and white 1, on va, avant de faire le vrai filtre, parce que je dois expliquer pas mal de choses avant, on va essayer de modifier quelques pixels, ou tous en fait. Euh, non, non, bah, je vais montrer directement. Je vais montrer directement parce qu'en fait le code qu'il y a derrière est assez complexe. Donc une petite explication de la... Alors je vais pas dire la théorie des couleurs parce que ça c'est un truc de designer, mais il y a un nom pour ça. Moi j'ai toujours été fasciné par comment les couleurs fonctionnent sur un navigateur. Et c'est quelque chose que vous avez déjà tous vu, mais peut-être pas compris totalement. Et d'ailleurs, même moi, je ne l'ai pas totalement compris. Donc, je viens de sélectionner dans mon navigateur le body. Et sur le body, je vais lui changer de background color. Et je vais lui mettre euh, black. Ok, donc avec Chrome, je peux récupérer un petit carré qui me donne la couleur. Donc je vais cliquer dessus et j'ai regardé, on peut modifier. Bon, ça c'est un petit truc qui, si ça vous intéresse, enfin si vous ne connaissiez pas, c'est intéressant. Vous pouvez modifier directement les couleurs. Ensuite vous les récupérez et vous changez le type de couleur, soit des XZ, soit des RGBA, soit des HSLA. Ça c'est plus pour les designers, je crois. Et moi, ce que je voulais voir, est-ce qu'on peut le voir avec... on va prendre le RGBA, exactement, et on peut le modifier. Donc je vous avais montré un petit peu, si on part de 0 pour tout, on va avoir du noir. On va prendre que le RGB, le A c'est simplement l'opacité, l'opacité qui va entre 0 et 1. Donc si je mets 0, c'est totalement transparent. Si je mets 0.5 ou 0.5, l'ordinateur il reconnaît les deux, c'est du noir en opacité à moitié. Et au final c'est du gris. Donc c'est pour ça que je disais ça reprend tout le temps. Donc le A on va pas toucher, on va s'occuper du RGB. La théorie, enfin la manipulation des pixels, c'est que là on est euh, à 0 et ça va jusqu'à 255. Ça veut dire qu'on a 256 valeurs possibles par couleur. Puisqu'on a 255, 1 à 255 ça fait 255, plus le 0 ça fait 256. Donc 255 pour le rouge. Si on met du rouge et du vert à fond, on va voir du jaune. Ça c'est pour l'ordinateur, hein, ça ne fonctionne pas de la même manière, puisque c'est une couleur primaire pour nous, mais ça ne fonctionne pas de la même manière sur un ordi. Et quand on met tout à fond, on retrouve le blanc. Et bien, quand on fait toutes les valeurs, donc quand on part de 0, c'est noir, quand on est à 255, c'est blanc, quand on est au milieu, attention, regardez, et bien c'est gris. Quand on met tout au milieu, c'est gris. Et bien, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que on peut modifier toutes les couleurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur sur notre celle-là par exemple. Alors peut-être un peu plus pétante ici. Euh, hop, je vais changer comme ça. Je vais pouvoir la garder. On va récupérer cette couleur avec notre pipette ici. Et on va la prendre en RGB. Cette couleur en RGB, si on veut faire du noir et blanc, en fait le noir et blanc, ça va
ça utilise ce qu'on appelle le grayscale, l'échelle de gris. Pour créer une échelle de gris, la manière la plus simple possible, c'est de réduire les tonalités de chaque couleur. Si la couleur est étouffée, eh bien elle devient grisée ou noire. Et plus elle est déjà foncée et qu'on la réduit, plus elle devient noire. Si elle est déjà très claire, elle devient un peu grisée. C'est comme je vous montrais, le 255 partout qu'on réduit à 127, donc on étouffe un petit peu, eh bien ça devient du gris. Donc le blanc qui est étouffé devient du gris. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une méthode qui est déjà très connue, hein, je n'ai rien inventé, c'est qu'on va prendre on va utiliser une formule, voilà, et on va utiliser une formule qui permet de récupérer l'échelle de gris d'une couleur. Donc pour faire ça, c'est qu'on doit récupérer l'addition du RGB qu'on divise par 3. Eh bien on va faire ça. Là dans ce RGB, on a 226, 119, 29. Donc 226 plus 119 plus 29, le tout, donc on met bien une parenthèse, sinon ça va prendre la priorité sur le 29, divisé par 3, on a 124, 6, donc 124. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le 124, ça correspondait à... Le 127 correspondait au gris, donc le 124, c'est aussi une nuance de gris. Et justement, le but, c'est de remettre cette couleur partout. Maintenant, on va prendre une couleur noire, beaucoup plus foncée. Ah, bon, ok, on peut prendre la pipette directement là-dessus. Alors, pas trop noir non plus. On va prendre un gris assez foncé et on va lui faire exactement la même formule. Donc 53, 52, 48. 53, 52, 48. Et, oups, j'ai envoyé le calcul, ce qui nous donne 51. Et si on fait 51 partout, vous allez voir que comparé au 124, 124, on a un gris d'une autre teneur en fait. Donc 120, donc 120, 120, 124 pardon, c'est un gris assez clair, et 51, c'est un gris beaucoup plus foncé. Donc pour chaque couleur, on les réduit à un niveau de gris, à une échelle de gris, tout simplement. Et bien on va reproduire tout ça au niveau du code et vous allez voir ce que ça donne. Mais bien sûr, on va récupérer chaque pixel. Là, on a pris un exemple avec 2 pixels au hasard. Là, on va récupérer chaque pixel de toute notre image et on va le réduire à une échelle de gris. Donc, on récupère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer. Donc, on va récupérer notre image data. Est égal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette image data. L'image data qu'on a créée, qu'on a récupérée ici. Ah non. Ok, donc ici, on va créer une nouvelle variable, parce qu'elle va nous être utile plus tard. Let ori image data. Donc original image data. C'est égal à rien. Ça sera un objet, bon, on le met en nul. Donc, quand on crée notre image, on va définir une image data par défaut. Et ça va être égal à ctx.getImageData qu'on a vu.
on va récupérer au pixel 0 par 0 directement. Donc on commence tout en haut à gauche et on va récupérer sur le X jusqu'à pixel 300 et sur le Y jusqu'à pixel Y, ce qui va faire tout le carré. On va récupérer tout le carré, donc tous les pixels. Et pour ça, on fait dim.width et dim. Salut. Ben, pas de souci, justement, c'est bien que tu vois. Et l'idée, salut Inès, donc c'est normal. Je vois des choses assez complexes parfois, mais ce qui est intéressant dans le fait de voir le code, c'est de comprendre ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a deux parties dans le code. Soit il faut vraiment comprendre chacune des bases du code et toute la théorie, mais souvent, quand tu apprends que la théorie, tu deviens, t'es bombardé de théorie et tu sais même plus quoi faire avec. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu as déjà vu ce qui était possible de faire avec le code, et ben, quand tu vois de la théorie, tu te dis, ah ça, est-ce que ce truc qu'on voit, ça peut servir à faire ces choses-là? Et ça te donne un niveau. Ah, tu vois un écran noir. Ah ben c'est bizarre. Moi je vois bien. Justement j'avais. euh, hmm. Alors je sais pas. C'est vrai que. Attends. Je vais recharger. Ta. Ok, cool. Donc c'est reparti. Donc en gros c'est bien de partir sur une base. C'est bien de savoir où est-ce que tu vas. Comme ça, quand tu vas voir différents concepts, tu vas pouvoir comprendre un peu où est-ce qu'ils s'appliquent. Et de ton côté, tu pourras avoir la liberté d'essayer de nouvelles choses. Parce que tu as une connaissance technique, mais aussi une connaissance, on va dire, créative, qui te permet d'aller vers des choses plus poussées et par toi-même. Moi, je trouve que c'est important d'avoir les deux. Parce que souvent, quand on fait euh, quand on fait uniquement du code et qu'on apprend du web basique, eh ben, on sait faire que du web et on ne sait pas faire autre chose et on ne sait pas vers où aller plus tard. Alors même si tu n'utilises pas ces connaissances-là plus tard ou au début, mais le simple fait de les avoir vues une fois, quand tu vas les voir sous une autre forme, tu vas connecter les points, connect the dot en anglais. Je sais pas comment on dit. Tu vas faire les liaisons cognitives. Ok, je reprends. N'hésitez pas à faire tout type de commentaires, hein, moi ça m'intéresse toujours et ça anime le chat. Ah, ben j'ai cassé mon code. Alors quelle ligne j'étais en train d'écrire? Ah oui, le Ori. Ah, ben c'est ça qui a cassé mon code. Alors, hop, je rafraîchis. Ah, j'ai une erreur. Alors regardons cette erreur, voilà. Unexpected token, ligne 46. Ah oui, puisque j'ai commencé à écrire l'image data, mais je ne l'ai pas fini. Voilà. Donc on est revenu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le image data. Ah ben non, je l'ai décommenté. Hop. Et on va faire un petit console log de notre image data. Ori image data. Celui-ci va être beaucoup plus long. Donc vous voyez dans data, avant on avait juste un seul élément. Et bien là on va en avoir 360 000. Parce qu'on a... ah, ah oui, donc 360 000, si je ne me trompe pas, c'est 300
pixels fois 4 fois 300 encore. Pourquoi c'est 360 000 fois 300? Oui, voilà, c'est 300 fois 300 parce que on a 300 pixels. Donc c'est une aire, en fait. C'est 300 fois 300, c'est l'aire de notre image qui fait 300 par 300. Et vu qu'il y a 4 informations de pixels par pixel, c'est x 4, donc 360 000. Donc on a un array qui contient les 360, toutes les informations de pixels de notre image. Et on va traverser chacun de ces pixels, et sur chacun de ces pixels, on va les modifier avec la valeur noire et blanche qu'on a définie via notre formule. Donc, pour faire ça, on va d'abord récupérer notre image data est égal à ori image data pour l'image data originelle. On va récupérer le data, donc image, on va récupérer la propriété data. Et ce qu'on va faire sur ce data, c'est une boucle, c'est un arrêt. Pour traverser cet arrêt, on va utiliser notre boucle. Donc for let i, donc je vais mettre index plutôt, est égal à 0 par défaut, où index est strictement inférieur à data.length, et où à chaque itération de la boucle, en général quand vous avez vu une boucle, vous avez vu index ou i plus pour ajouter 1 à la boucle. Nous, on ne veut pas ajouter 1 à la boucle, on veut ajouter 4. Pourquoi? Parce que chaque pixel a 4 informations. Donc on veut passer d'un pixel à un pixel. Et donc on veut passer de 4 en 4. Donc pour faire ça, on fait plus 4 à chaque itération de la boucle. Et ensuite, on va récupérer les informations du pixel. Donc pour faire ça, on va prendre l'index et on va traverser le data. Et donc on va faire data. Où est-ce qu'on crée un nouveau? Donc on va directement modifier le data index directement, on va mettre 0 pour tout, comme ça vous allez voir. Si je mets 0 uniquement sur index et que je clique sur black and white, alors déjà ah oui, parce qu'il manque un truc important. Ensuite, à la fin, une fois qu'on a fait toute cette manipulation à travers tous les pixels, on va utiliser notre CTX, et au lieu d'utiliser notre contexte du Canva, au lieu d'utiliser le get image data comme on a fait avant pour récupérer les informations d'un pixel, on va faire put image data pour injecter des informations dans le pixel. Et on va mettre img data à 0, 0. Et donc normalement, voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est au pixel R, on l'a mis à 0. Le pixel rouge, on l'a mis à vide, à noir. Donc tout le rouge du pixel a été enlevé. Et donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vert. Parce que rappelez-vous, pour faire du jaune, on doit faire une série de rouge et de vert. Et si on enlève tout le rouge, on va voir du vert. C'est normal. Maintenant, on va faire sur plus 1, donc sur le G, sur le green, on va enlever tous les greens. Et là, on a une dominante de rouge, puisque justement, pour faire du rouge, pour faire du jaune, ce qui était du jaune orangé, ce qui était dominant, c'était
c'était le jaune. Si on enlève tout le vert, et ben on va avoir le rouge. Et enfin, sur le troisième qui est le bleu, alors là on va pas voir beaucoup, enfin ouais, il y a, donc on va avoir encore plus de jaune parce qu'on a enlevé tout le bleu, par exemple le violet qu'on voit ici on l'enlève, donc ça devient encore plus jaune. Et bien, hop, ce qu'on peut faire, si on met tous les pixels, donc le RGB de chacun des pixels à noir, et bien quand on clique black and white, ça devient noir. Donc c'est pas black and white. Ça, on pourrait faire 255 pour tout, ça deviendrait blanc. Et pour que vous compreniez bien, on traverse bien chaque pixel. Si je dis par exemple if, alors on a dit 360 000. Donc si index est égal à la moitié de 360 000, donc 36, 18, donc 180 000, et qu'on arrête la boucle, il modifie bien la moitié de notre image. Donc en fait, il traverse chaque élément il fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il fait chaque élément, chaque ligne de chaque pixel. Donc ça a l'air de tout changer d'un coup, mais en fait non, il fait étape par étape, petit bout par petit bout. C'est ce que la boucle fait. Elle traverse tous les éléments des 360 000 pixels. Eh bien, ce qu'on veut faire, c'est utiliser donc réutiliser notre formule qu'on utilise depuis le début et la mettre dans le code maintenant. C'est ça qui est important. Alors ça ressemble un peu à des maths. Pour ceux qui n'aiment pas les maths, je comprends. Moi non plus, bizarrement, j'aime pas les maths et pourtant j'arrive à m'en sortir. Donc l'idée c'est de récupérer les valeurs RGB et on va lui créer une moyenne de couleurs. Donc le R, pour récupérer le R, on fait data index, qui est le premier. Donc on va reproduire exactement cette même formule, mais avec les vraies valeurs qu'on a dans JavaScript. Le 3, ça reste 3. Et le G, c'est le data index plus 1. Et le B, c'est data index plus 2. Donc là, on a créé une moyenne pour chacune des couleurs. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu au début? Quand on avait une couleur grise, une couleur orange, ça faisait 124. Quand on avait une couleur gris foncé, ça faisait 51. Donc c'est ça qu'on reproduit. Sauf qu'il va le faire à chaque pixel. Et donc on lui assigne à chaque pixel AVG, la moyenne. Donc quand on fait black and white, boum, tout est devenu en noir et blanc. Je rafraîchis, noir et blanc. Et vous voyez, dans ma pipette, on récupère que du gris. Et donc maintenant, pourquoi j'ai mis deux black and white? Et donc vous ne voyez pas, mais ici, vous voyez ce qui se passe sur le... Il y a une grosse démarcation du nuage. C'est vraiment super démarqué. Parce que ces formules, elles sont super... alors que quand on regarde dans la vraie vie, enfin dans la vraie couleur, c'est pas démarqué aussi fortement. Et bien c'est parce que ces formules, là la formule par défaut divisée par 3, elle est simplette. On va utiliser le Black and White 2 qui est un peu plus subtil et qui sera un peu mieux. Après il y a différentes formules qui changent à chaque fois. Ça ne veut rien dire. Donc on va récupérer cette partie pour le Black and White. On va quasiment récupérer la même chose, sauf qu'on va utiliser une autre formule. Et cette formule, c'est 21% du R, 21% du G, 21% du... pardon.
72% du G et 7%, ouais, c'est ça, 7% du B. Et cette valeur, elle est réappliquée à tous les éléments. Donc on va prendre AVG, encore une fois, c'est plus divisé par 3, on va reproduire cette même formule. Donc on va prendre 0,21 fois le R plus 0,72 fois le G. Puisque en maths, vous vous rappelez, quand on fait 2x et que x est égal à 4, ça veut dire qu'on fait 2 fois 4. On ne fait pas 24. Donc on a G, on le multiplie. Si x est égal à 4, alors 2 fois 4. Et enfin, plus 0,07 fois, fois le bleu. Et ce que ça fait, donc on va le faire comme ça pour que ça soit lisible. Et ce que ça va faire, donc on a redéfini AGV et boum. Et vous voyez, on n'a pas le même black and white. Vous voyez ici, on n'a pas la démarcation bizarre. Donc on retrouve un grayscale, une échelle de gris qui est un peu plus proche de la réalité. Et où on a les mêmes démarcations. Mais il peut y avoir plein d'autres formules. Petit détail, c'est que ici, si je clique et que je clique encore une fois sur un autre bouton, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a modifié notre arrêt originel et on ne peut plus le remodifier tant que ça. En fait, ça change, mais c'est invisible le changement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton, on part de l'originel. Et là, c'est un petit truc un peu spécial, c'est qu'on doit cloner notre image data. Et donc pour ça, j'ai trouvé un exemple déjà en ligne pour aller plus vite. Parce que là, c'est un peu plus complexe. On doit reproduire notre image data. Et il est ici directement. Je prends ça. Hop. Et je vais le modifier avec mon code à moi. Donc je vais en profiter d'avoir les deux côte à côte. Donc notre original c'est lui et la copie c'est image data. Donc on va prendre cette même formule et on va modifier la copie et l'original avec mes valeurs à moi. Donc ça donne donc on a dit à chaque fois qu'on a image data c'est l'original. Donc ori. Et à chaque fois qu'on a copie, et ben c'est image data ici. Donc c'est bon, j'ai remplacé ce bout de code par le mien. Et là j'ai une vraie copie et non pas une référence. C'est ce qu'on appelle une référence au JavaScript. Ça c'est un concept un peu plus complexe. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais le problème c'est qu'on réutilise le même pixel. Donc ça ne fonctionne jamais. Et si on revient, quand je vais cliquer sur le black and white, ici on a notre premier, et ici on a le deuxième. Et là vous voyez la différence. Ok. Donc on préfère le 2 parce qu'il est un peu plus subtil et il est un peu plus proche de la réalité. Après vous pouvez modifier ces valeurs. Hein. Instagram, je pense pas qu'il utilise exactement ce black and white. C'est toujours un peu différent. Chaque filtre c'est a son propre algorithme et est créé par différentes personnes. Et ça peut être beaucoup plus complexe que ça un filtre. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, vu qu'on a un peu de temps, on va faire le bouton Back to Original
pour revenir, parce que c'est souvent ça aussi dans Instagram, parfois on choisit un filtre et puis parfois on veut revenir au filtre de base. Donc pour ça on va faire un... On va simplement reprendre le image data par défaut et on va le réintégrer. Donc on va créer le bouton. Donc c'est Ori button. On a appelé avec l'index Ori pour original. On va ajouter un événement. Quand je clique sur Ori, là je peux aller directement, il n'y a pas besoin d'avoir une fonction plus détaillée parce qu'on n'a qu'une ligne. Je fais directement put image data Ori image data 0 0. Donc je modifie black and white Ori, ça revient de la couleur originale. Ça c'est cool. C'est une petite c'est un petit détail et c'est pour ça qu'on a bien enregistré original data juste après euh, avoir dessiné l'image. Comme ça, euh, dès qu'il a été décidé, on a gardé une copie de l'original et on ne la touche plus cette copie originale. On ne fait jamais de modification sur l'original image data. Comme ça, on n'a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on a fait une copie de image data ici. Et on est un peu en avance, donc c'est parfait. Je vais profiter de faire un petit truc en plus qui va être fun pour aller plus loin. On peut dire qu'on peut s'arrêter là, mais là on va utiliser le concept de JavaScript et l'idée d'aller plus loin. Donc ça va mélanger les deux. Une fois qu'on a compris ça, vous pouvez vraiment jouer avec le code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau filtre, le filtre sépia. Donc d'abord j'ajoute le bouton. Une fois que j'ai ajouté le bouton, c'est pas bon, j'ai défini le Ori button sans le déclarer. Quoique dans ce cas-là, ça ne change rien. Et sepia sep1 button. Et sepia 1. Je revérifie, sepia-1, c'est bien ça. Sepia-1. Ok. Et on rajoute un événement sur ce sepia. Sep1 make sepia 1. Et donc sepia 1, on n'a pas créé la méthode, on va la créer. On va quasiment tout recopier pour simplifier. Hop. Alors attention, cette partie c'est vraiment un mélange de JavaScript et de la compréhension du pixel manipulation. Donc ça peut être alambiqué pour certains, mais ça pousse le concept. Donc là j'ai recopié, je vais m'assurer de refaire un sépia. Donc on va copier la formule. Cette fois la formule, on ne fait pas une moyenne de chaque couleur. On va remodifier le R à une hauteur de 1,7%, non 1,07 pardon, c'est écrit. Ici à hauteur de donc 107%, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici à hauteur de 75% du green et à hauteur pour le bleu de 43%. Donc on modifie directement ces valeurs par ce pourcentage et pas une moyenne comme on faisait avant. Donc une fois qu'on est dans la boucle, on enlève la moyenne. On va copier
Comme ça, j'ai une référence à mes couleurs. Et donc, data x, on lui fait data index, donc le 0, le R, on lui fait fois 1.07. On refait le même concept. Ici, data plus 1 fois 0.74 et data plus 2 .43. Ok. Donc, on lance notre code, on a le bouton sépia, et vous voyez, ça fonctionne. Sauf que notre sépia ici, il est extrêmement jaune. Parce qu'on a... Alors, c'est bizarre de faire du sépia sur une couleur déjà assez jaune. Et donc c'est assez déroutant, il est très très fort le sépia. Donc un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut mélanger les, les teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que si je fais un mix d'un sépia jauni sur une échelle de gris, le sépia sera un peu plus quali, je trouve. Enfin, c'est mon choix. C'est moi qui choisis ça. Je dis pas que c'est plus quali, parce que ce sépia pourrait être un type de sépia que l'on choisit, hein. Chacun son sépia, j'ai envie de dire. Donc ce que je vais faire, moi, c'est qu'une fois que j'ai déterminé une image data, je vais la return. Je vais renvoyer cette valeur. Et je vais attendre aussi une valeur. Donc ori. J'attends donc iData. Je récupère iData en paramètre. Donc je vais modifier à chaque fois mon image data pour que je récupère dans chacune des fonctions un paramètre iData. Et donc par défaut, le iData est tout le temps ori image data. Donc on va faire la même chose, c'est qu'on va remplacer ce iData par ori image data. Sinon ça va pas fonctionner. Si je clique et iData n'existe pas, donc là il me dit il peut pas récupérer data de iData parce que iData n'existe pas. Donc à chacune de mes fonctions, je vais appeler ori image data. Ça c'est un donc on transfère le code. C'est exactement le même code, c'est juste qu'on transfère d'une variable à une autre. Là, ça va fonctionner. Comme au début. Et bien maintenant, notre make black and white, donc on va dire celui que j'aime bien, c'est le 2, il nous donne une échelle de gris. Et bien cette échelle de gris de make black and white, on va le récupérer en iData. iData bn white. Donc à chaque fois que je vais cliquer sur le bouton sépia, je vais créer deux filtres les uns sur les autres. Le premier, ça va être le black and white, et sur le black and white, je fais le sépia. Et donc ça fait make black and white 2. Quand on démarre tout le temps du ori image data. Il va nous retourner un nouvel image data qui correspond à black and white. Et ensuite, ce que je fais, sur le sépia, je ne prends pas le image data classique, je prends le image data black and white. Donc on va avoir un mix de deux sépias, de deux filtres. Boum. Ah, alors non, je me suis trompé. Ah oui, si. Hop.
Alors, j'ai fait une erreur, on va regarder. Make sepia data of undefined. Est-ce que j'ai bien mis idata? Et... Ah, j'ai pas return. Donc déjà, oui, j'ai oublié de return image data pour le black and white 2. Vu que j'ai pas return, ben, il a aucune valeur à l'intérieur. Et voilà. Et là, on a un sépia un peu plus classique, des tonalités à l'ancienne de, de- d'anciens, on va dire, d'anciens sites. Donc, et comme d'habitude, on va finir sur un peu de CSS. Donc c'est parfait, on est dans les temps. On va finir avec un peu de CSS parce que bah, c'est moche, hein, tout simplement. Euh, alors j'ai... est-ce qu'on va... Je vais peut-être essayer de faire un truc un peu fou. Alors un peu fou, pas vraiment, mais de la manière dont j'ai fait les codes, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc je vais prendre le BWN1 button. Je vais lui faire un inner HTML. Dans cet inner HTML, je vais lui mettre une image. Ah non. Alors là, je vais aller un peu plus loin, quelque chose que j'avais pas prévu. En gros, ce que j'aimerais, c'est que dans l'image, je récupère, enfin dans le bouton, je vois la preview de mon image. Hmm. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est récupérer donc Canva image to PNG par exemple. Voilà, data to URL, parfait. Et ben c'est super. Donc, hmm. Ah oui, c'est le Canva en fait que je récupère. Est-ce que j'ai pas directement l'image data? Ah, ok. Ouais, non. Donc dans les deux cas, je suis obligé de passer par le data URL. Ok, bon, on va le faire. On va le faire. On va voir ce que ça donne visuellement. Et si c'est pas cool, si je vois toutes les manipulations. euh, donc en gros, pour que ça fonctionne, il faut que je transforme. Donc je vais faire make. Donc pour le premier, on va faire, on va faire le premier tout simplement qui est Ori. Le Ori button. On va faire img src. Si, on pourrait faire ça. Alors, Oudou me dit sur le chat, on pourrait faire ça, mais quoique, oui, mais le truc c'est que il faut, moi en tant que développeur, j'ai déjà préparé, préparé chaque image en amont. Mais l'idée plus tard, c'est que toutes les images pourront avoir une preview directement. Donc il ne faut pas qu'on fasse un save, il faut que ça soit généré par l'ordinateur.
Mais oui, c'est fort, c'est totalement possible. Donc Canva L. To data URL. To data URL. Qu'est-ce que ça donne? Non. Ah oui, c'est normal parce que en fait, je dois attendre que mon image ait été chargée. Parce que là, je charge une image blanche. Donc ça se fait uniquement dans ici. Yes, super. Sauf que cette image, elle va être de taille with. Donc en fait, je vais le faire dans le CSS plutôt. Donc dans tous mes buttons qui ont une image img with 30 px, vraiment trop petit, 50. Voilà. Et donc maintenant mes buttons, on peut leur enlever donc border none et curseur pointer. Hop. Voilà. Donc là j'ai un bouton qui représente mon mon filtre. Et ben je vais faire la même chose pour les autres couleurs. Yes. Sauf que il va y avoir un petit truc différent. Donc BNW button et le dernier c'est Sepia 1. Entre les deux, si je fais ça directement, je vais tout le temps avoir la même image. Donc entre les deux, je dois appeler mon make BTN, donc modifier à chaque fois mon canevas. Et une fois que je l'ai modifié, je print, j'affiche la dernière valeur que j'avais. C'est make sep, non, sepia 1. Et une fois que j'ai fini de faire toutes ces opérations, je reviens à mon image de base. Et donc j'aurais pu faire une fonction. Hop, on revient à l'image de base. Ok, ben ça se voit pas, super. Sauf que mon Sepia 1, j'avais dit que je voulais que ça soit un mix de make bnw2 comme ça. Donc ça prend un peu plus de temps à charger. Putain, c'est cool. J'avais pas prévu ça. Et voilà. On se rapproche d'Instagram. Et là, on peut avoir tous nos filtres préfaits et on pourra en rajouter d'autres par la suite. Notre canevas, on va le centrer. C'est la partie fun. Canvas 10 margin 0 auto. Normalement, with 300 px. Display block. Ah. Ok. Ensuite, nos images elles sont à 50, donc on va faire notre dropper aussi à 50. Voilà. Ensuite, on va ajouter une petite marge à notre canevas, une marge de bas, bottom, à 15. Voilà, pour avoir un peu d'espacement. Notre H1, on va le centrer.
Ok. Et on va le... ok, on va laisser comme ça. Et on va prendre le... Bon, on va changer les couleurs et la fonte, comme d'habitude. Donc, Google Font. Je... Allez, on va changer de style. Alors, ouais, on va changer de style de fonte. Mais par contre, pour les... On va prendre des sérifs. Et une handwriting, tant qu'à faire. Oups. On revient. Je vais prendre une sérif bien stylisée. Ou non, justement pas trop stylisée. Ah, il y a Garamond. Il y a, il y a un subset de Garamond qui existe. Super. Ok, on va sélectionner le médium. Et on va prendre une autre. Peut-être un peu plus stylisée. Handwriting. Voilà. Euh, Ouais. Pacifico. On va prendre celle-là. La régule. Non, on va prendre la bold. Puisque ça va nous servir pour les titres. Donc, hop, on retourne dans notre index. On récupère le CSS. On revient là-dessus. Et on s'assure que les titres... De toute façon, il n'y a qu'un titre. Hein. Donc, hop. It is Dancing Script. Et que le body utilisera Garamond. D'ailleurs, dans les boutons, on n'a jamais le texte. Je vais voir ce que ça donne si on rajoute le texte. Voilà. Et on va peut-être rajouter un mini texte quand même pour que ça fasse... Sauf qu'on va peut-être revenir sur une police plus classique parce que les polices comme ça, elles sont difficiles à lire quand elles sont toutes petites. Je vais faire... Alors voilà, je reviens dans l'HTML. Ici dans cet HTML, je vais faire un... Je peux mettre un span direct hein, puisque j'ai défini la taille, donc il va repasser à la ligne. Et j'écris... black and white. Ok, il le met à la suite. Donc, ça va être un P. Voilà, super. Et ce P, on va le faire pareil pour tout. Donc souvent quand on revient à la version par défaut, je mets normal, black and white 2 et sépia 1. Ok, super. Et on va réduire. Donc déjà, button, il ne prend pas la police. Ok. Et on va réduire le padding sur le P. C'est une margin. Ouais, c'est une margin sur le P. Donc, button P, margin 0.
Voilà, comme ça il est beaucoup plus proche. Est-ce qu'on a d'autres margins ou des paddings qui traînent? Parce que j'aimerais bien les coller un peu plus. Non. On a juste le line height assez classique, donc voilà, c'est assez serré. Super. Voilà, voilà. Bonne journée à vous et à bientôt.